Les informations concernant les 4 membres de la Haute Cour constitutionnelle ont circulé dès le week-end dernier. Le ministre de la Justice a confirmé hier l'ouverture de poursuites à leur rencontre. Les 4 hauts conseillers concernés sont Roselyne Naranefson, Antonia Rakoutinienne, William Nelson et Nalasna Georges Mirlin Rassoul. Cette annonce du ministre de la Justice a rapidement suscité une réaction de la Haute Cour constitutionnelle. Selon les précisions apportées, les magistrats concernés sont liés à une requête déposée par le député d'Arrive-Mam, Antoine Radzirson, le 13 mai 2026 à Mbouda. Le ministre de la Justice a qualifié cette démarche de perturbation. Pour rappel, le député Antoine Radzirson avait demandé à l'HCC de constater une supposée incapacité de l'autorité militaire actuellement en place, dirigée par le colonel Michael Randianirine, à exercer pleinement ses fonctions. Le conclave national ne se tiendra donc pas le 3 juin, malgré le fait que son organisation figure parmi les priorités affichées par les autorités actuelles. Une question demeure. Quand se tiendra réellement ce conclave national? À ce jour, aucune date précise n'a été arrêtée. Pourtant, les autorités présentent régulièrement ce processus comme une réponse aux revendications des jeunes qui réclament des réformes institutionnelles. Pour rappel, le conclave national a été officiellement lancé à Ivat le 10 décembre 2025 sous la coordination du FFKM. 6 mois plus tard, peu d'éléments permettent encore de connaître le contenu concret des discussions attendues. En avril 2026, il avait été pourtant annoncé que le véritable démarrage du conclave interviendrait au mois de juin. Dès lors, quelle est la véritable source du blocage? Les observateurs se souviennent notamment des divergences apparues en décembre 2025. D'un côté, des responsables du FFKM affirmaient qu'une invitation avait été adressée au président Ange Razouel. De l'autre, le porte-parole du gouvernement soutenait qu'il ne pouvait pas prendre part aux travaux. Cette divergence est présentée comme l'un des premiers points de désaccord. Mais au-delà des acteurs politiques et de la communauté internationale, de simples citoyens réclament aussi un conclave véritablement inclusif, réunissant toutes les parties prenantes. Par ailleurs, selon plusieurs informations recueillies, les tensions porteraient également sur la conduite même du processus. Une rivalité opposerait le FFKM et le ministère dirigé par Maître Anchar Zafmanatsou quant au pilotage et à l'organisation de cette rencontre nationale, un désaccord qui pourrait expliquer les reports successifs enregistrés jusqu'à présent. La malinformation représente 57,55% des cas, contre 42,06% de désinformation et seulement 0,40% de mésinformation. Les sujets liés à la gouvernance dominent largement les publications, avec 93,56% des cas recensés. Le rapport révèle également que les groupes de discussion Facebook concentrent 97,51% de la circulation des contenus problématiques, loin devant les pages et les comptes individuels. Le principal pic de diffusion a été observé le 21 mars 2026, avec 657 cas recensés en une seule journée, dans un contexte marqué par la circulation d'accusations visant des personnalités publiques et des opérateurs économiques. Les femmes représentent 20,13% des cibles des campagnes de désinformation, tandis que les hommes concentrent 47,13% des cas. Les contenus visant les femmes reposent principalement sur des rumeurs et des allégations difficiles à vérifier. Le rapport souligne par ailleurs que les principaux vecteurs de diffusion, 75,66%, sont des comptes réels, si 21,92% sont des comptes fake. Concernant les discours haineux, l'étude a identifié 1820 cas durant la même période. Les discours d'incitation à la violence représentent 84,07% des cas, contre 15,93% pour les discours d'incitation à la haine. Les menaces et intimidations constituent la forme la plus fréquente, avec 54,95% des cas recensés. Selon les auteurs du rapport, les tensions politiques, les questions de souveraineté nationale, les affaires judiciaires et les controverses sanitaires figurent parmi les principaux facteurs alimentant la désinformation et la haine en ligne à Madagascar.
Voici la réponse adressée par le député Antoine Radirsan aux dirigeants actuels et plus particulièrement à Fanirsu Irneiv et à son équipe. Démonstration de force ou manifestation de soutien, selon les observateurs. C'est à Manala-Lund que le parlementaire a rassemblé ses sympathisants lors d'un événement diffusé en direct sur Facebook par son équipe. Au cours de son intervention, l'élu a affirmé ne craindre aucune pression. Selon les informations relayées sur les réseaux sociaux, le bureau permanent de l'Assemblée nationale a décidé de lever l'immunité parlementaire du député d'Arivun Mam. D'après les déclarations du ministre de la Justice, il fait l'objet d'accusations portant notamment sur le blanchiment de capitaux et la présumée préparation d'actions susceptibles de troubler l'ordre public. Quelques minutes seulement après la diffusion de l'information, l'APMF, organisme public chargé de la régulation du transport maritime et fluvial à Madagascar, a publié un long communiqué officiel. L'agence y dément formellement que le pétrolier Tagore soit enregistré sous pavillon malagasy. Elle affirme également qu'il pourrait s'agir d'une utilisation frauduleuse ou abusive des marques d'identification maritime de Madagascar. Malgré ce démenti, les interrogations persistent parmi les observateurs. Comme souvent, les réseaux sociaux, notamment Facebook, sont devenus le principal espace d'expression des réactions citoyennes. Ces inquiétudes ne sont pas anodines. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Russie fait l'objet de sanctions européennes et internationales. Dans ce contexte, toute référence à un éventuel lien administratif ou maritime avec un navire associé à des intérêts russes attire inévitablement l'attention. Par ailleurs, les relations entre Madagascar et la Russie se sont renforcées ces derniers mois. Depuis octobre 2025, les autorités ont multiplié les signes de rapprochement avec Moscou dans plusieurs domaines de coopération. Au-delà des relations bilatérales, certains observateurs rappellent également les déclarations récentes du président de l'Assemblée nationale devant la diaspora malagasy à Paris sur un approvisionnement de Madagascar en carburant en provenance de la Russie. Reste désormais une question. Dans quelle mesure Madagascar pourrait-il être concerné par cette affaire ? En France, les investigations se poursuivent afin d'établir les circonstances exactes entourant le navire et son immatriculation. Une certitude toutefois, le capitaine du pétrolier devra répondre devant la justice dans le cadre de la procédure en cours. À 11h30, les flammes étaient encore visibles à Batumen. L'incendie s'est déclaré à l'étage d'un restaurant. Une activité développée au fil de nombreuses années est partie en fumée en seulement quelques minutes. Sous le regard impuissant du propriétaire, 2 entreprises ont été affectées par cet incendie. Alors qu'ils étaient en pleine activité, les employés ont dû évacuer précipitamment pour se mettre en sécurité. Certains ont également tenté de maîtriser les flammes et de mettre à l'abri des biens de valeur. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé en quelques minutes. Les premières constatations ont permis d'identifier l'origine présumée du sinistre ainsi que d'établir une première évaluation des dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été enregistrés lors de cet incendie survenu à Batumen. Les dégâts sont uniquement matériels. Les commerçants s'opposent à la nouvelle organisation qui doit entrer en vigueur dès demain au marché d'Ambanlalan dans la commune d'Anjanaoch. Selon eux, les mesures prévues pourraient conduire à l'éviction de certains vendeurs de leur emplacement habituel. Parmi les dispositions contestées figure l'obligation pour les commerçants de porter un badge d'identification facturé à 10 000 ariars. Les vendeurs rejettent également la limitation de l'espace de vente à 1,30 m. Pour eux, les nouvelles règles instaurées par le responsable récemment nommé à la tête du marché demeurent floues et manquent d'explications. Les commerçants affirment être disposés à respecter l'organisation générale du marché ainsi que les opérations de nettoyage qu'ils appliquent déjà depuis longtemps. Ils demandent toutefois que leurs conditions et leurs revenus soient pris en considération, particulièrement à l'approche des fêtes. Le marché de la Dalle d'Itos figure parmi les plus importants de la localité, accueillant des centaines de commerçants et des milliers de visiteurs chaque jour.
Dans le secteur du cinéma, l'intelligence artificielle peut contribuer à l'écriture de scénarios, à la création d'effets visuels, au montage vidéo, ainsi qu'à la génération de voix et de personnages virtuels. Pour les producteurs, elle constitue un outil susceptible de réduire le temps de travail et les coûts de production. L'avantage, c'est que le travail avance plus rapidement. L'IA peut également apporter des idées et aider lorsque les délais sont serrés. Toutefois, certaines étapes essentielles ne peuvent pas être entièrement assurées par l'intelligence artificielle, notamment la pré-production, le repérage des lieux de tournage ou encore l'organisation des différentes étapes logistiques d'un projet. Plusieurs productions étrangères ont déjà été réalisées en grande partie grâce à l'IA. C'est notamment le cas de Dreams of Violet, un court-métrage évoquant les violences en Iran. Les personnages n'étaient pas interprétés par des acteurs réels et aucune caméra n'a été utilisée pour sa réalisation. Son coût de production, $2000, aurait été largement inférieur à celui d'un tournage traditionnel. Pourtant, derrière cette œuvre se trouvaient toujours des créateurs humains, Ash et Poya, les auteurs du projet. Une preuve que l'IA reste un outil au service de l'homme. Personnellement, je pense que l'inspiration humaine reste irremplaçable. L'IA est un outil facultatif. Si l'on dépend entièrement de l'IA, il serait difficile de produire des œuvres de qualité. Du côté des acteurs, l'arrivée de l'intelligence artificielle suscite également des inquiétudes. Certains craignent que la technologie ne finisse par concurrencer les artistes et ne dévalorise leur métier. Selon eux, l'IA ne peut pas reproduire avec authenticité les émotions humaines qui constituent l'essence même du jeu d'acteur. Par exemple, lorsqu'un personnage doit exprimer la joie, la tristesse ou la colère, l'émotion humaine reste difficile à reproduire. Or, c'est précisément ce que fait la force du cinéma. À Madagascar, où le manque de financement demeure un frein majeur à la production cinématographique, l'intelligence artificielle pourrait permettre de réaliser davantage de projets à moindre coût. Une question reste toutefois en suspens. Le public sera-t-il prêt à accepter les films largement produits grâce à l'IA ? À ce jour, Madagascar compte 98 maisons de production cinématographique. En cette fin de matinée, des techniciens d'une entreprise privée poursuivent l'installation des lampadaires destinés à éclairer la route d'Ambuchumazak la nuit. Il s'agit d'un système fonctionnant à l'énergie solaire. À proximité, ces deux agents assurent la surveillance des installations et notamment des batteries qui alimentent les lampadaires. Ces batteries sont devenues la cible d'individus mal intentionnés ces derniers jours. Plusieurs d'entre elles auraient déjà été dérobées alors que les lampadaires n'ont été installés que depuis moins d'une semaine. Pour les habitants et les responsables des Fouktan concernés, ces lampadaires représentent une amélioration importante dans leur cadre de vie. C'est notamment le cas du Fouktan Zaïvoula à Nousbé, dans le 6e arrondissement, où les autorités locales affirment vouloir prendre des mesures pour préserver ces équipements. Au-delà de l'éclairage qu'ils apportent, ces lampadaires contribuent également au renforcement de la sécurité dans les quartiers et le long des axes routiers. Cependant, le phénomène ne touche pas uniquement la route d'Ambuchumazak. D'autres infrastructures similaires installées sur de nouvelles voies, notamment à Nouspajan et à Ndoutapenak, ont également subi des actes de vandalisme et de vol. Dans certains endroits, il ne reste plus que les poteaux, les équipements ayant disparu au fil du temps. À l'arrêt de bus, dans la rue ou même à table pour certains, le regard reste souvent rivé sur l'écran du téléphone portable. Au fil des années, le smartphone est devenu un outil difficilement contournable. Selon les statistiques internationales, chez les jeunes âgés de 15 à 25 ans, près de la moitié du temps passé sur smartphone est consacré aux réseaux sociaux. Environ 20% sont dédiés au visionnage de vidéos, 15% à la messagerie instantanée,
10% aux jeux et seulement 5% à l'apprentissage et aux activités éducatives. Chez les adultes, entre 35 et 45% de l'utilisation concerne les réseaux sociaux, 15 à 20% à la messagerie, 20 à 25% les vidéos et autres divertissements, 10 à 15% la consultation de l'actualité et 2 à 5% les achats en ligne. Pour les enfants, les spécialistes recommandent toutefois de limiter le temps d'exposition aux écrans. Une utilisation excessive peut avoir des répercussions sur la concentration, le sommeil, les résultats scolaires, ainsi que sur les interactions sociales. Les experts rappellent néanmoins que le smartphone n'est pas uniquement source de risques. Utilisé de manière encadrée et raisonnable, il constitue également un outil précieux d'apprentissage et d'ouverture sur le monde. Cours en ligne, recherche de documentaires, applications éducatives et développement des compétences numériques figurent parmi les nombreux avantages qu'offrent ces technologies. L'enjeu réside donc dans l'équilibre. Profiter des opportunités offertes par le numérique tout en maîtrisant le temps consacré aux écrans, particulièrement chez les plus jeunes. Ces enfants, âgés de 5 à 6 ans, sont en grande section dans une école de la capitale. Chaque matin, avant le début des cours, ils lisent le manuel « Je sais lire ». L'après-midi, ils découvrent lire un album, un ouvrage regroupant plusieurs contes et histoires adaptés à leur âge. Apprendre à lire à des jeunes enfants n'est pas une tâche facile. Les enseignants doivent suivre plusieurs étapes afin de développer progressivement la reconnaissance des lettres, des sons, puis des mots et des phrases. Les parents ont également un rôle essentiel à jouer dans l'apprentissage de la lecture. Malgré la place grandissante occupée par les téléphones portables, les jeux vidéo et les autres outils numériques, la lecture demeure indispensable au développement de l'enfant. Par ailleurs, de nombreux passionnés du livre s'efforcent de raviver le goût de la lecture auprès des jeunes. Ateliers, clubs de lecture et rencontres autour des livres sont régulièrement organisés afin de créer un lien entre les nouvelles générations et l'univers de la lecture. Malgré les défis actuels, ces acteurs restent confiants quant à l'avenir du livre. Selon eux, la lecture doit simplement s'adapter aux réalités d'aujourd'hui et être présentée de manière plus attractive afin de continuer à séduire les jeunes lecteurs. L'impression de 1000 exemplaires d'un livre en Chine coûte en moyenne entre 1 000 € et 7 100 €, soit entre 5 millions et 35,5 millions d'arières selon le format, les matériaux utilisés et la qualité recherchée. Mais les dépenses ne se limitent pas à l'impression. Pour les éditeurs de livres, il faut également prendre en compte les rémunérations de l'ensemble de l'équipe mobilisée, auteurs, illustrateurs, musiciens et chanteurs, dans le cas des livres sonores, ainsi que les ambassadeurs chargés de promouvoir les ouvrages. Au total, l'investissement peut atteindre jusqu'à 20 000 €, soit près de 100 millions d'arières. Les ouvrages sont ensuite distribués à travers un réseau de 12 points de vente répartis dans le pays. Les prix de vente varient entre 60 000 et 105 000 arières selon les collections. Cet éditeur a fait le choix de se spécialiser dans les livres destinés aux enfants âgés de 3 mois à 12 ans, publiés en malagasy, en français et en anglais. Le mois de décembre représente le pic des ventes pour les livres destinés aux enfants. À cette période, un seul distributeur peut générer jusqu'à 10 millions d'arières de chiffre d'affaires pour cette maison d'édition. Malgré cet engouement saisonnier, les professionnels du secteur estiment que l'édition ne peut pas encore se développer seule à Madagascar. La rentabilité demeure limitée et plusieurs contraintes persistent, notamment l'absence d'infrastructures d'impression adaptées ainsi que les longs détails d'acheminement des ouvrages qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mois avant leur arrivée dans le pays. Expression maladroite, faute d'orthographe et méconnaissance croissante du vocabulaire,
Tels sont les constats observés dans la manière de parler et d'écrire de certains jeunes aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux et dans les messages écrits. Une situation qui contribue progressivement à l'affaiblissement de la valeur et du prestige de la langue malagasy. Cependant, l'usage de la langue malagasy peut encore être renforcé et amélioré. Parmi les solutions proposées par les éducateurs figure l'encouragement des enfants et des jeunes à lire des ouvrages en malagasy, à suivre des émissions dans cette langue et à l'utiliser davantage au sein des familles ainsi que dans la vie quotidienne. Le mois de juin, dédié à la langue maternelle, constitue ainsi une occasion privilégiée de valoriser davantage notre langue. C'est également un moment de rappeler que cette langue est un patrimoine commun et une composante essentielle de notre identité.